Bonjour, je traite dans cette vidéo une application relative au chapitre des conducteurs en équilibre. Donc application numéro 1. Une sphère conductrice S1 de centre O et de rayon R1 est égal à 10 cm est placée dans une cavité sphérique creuse conductrice S2 de rayon R2 est égal à 20 cm et de mince épaisseur. L'ensemble baigne dans le vide. Les deux conducteurs sont initialement en équilibre. Quelle est la charge? Donc on cherche la charge et aussi la répartition dans les deux cas. Premier cas, c'est pour le cas où la sphère est portée à un potentiel V1 est égal à 10 puissance 4 volts, tout en gardant la cavité creuse S2 isolée comme indiqué sur la figure A. Donc celle-là, c'est la figure A. Nous remarquons dans cette figure que la sphère S1 est reliée à une borne positive du générateur, c'est-à-dire elle sera chargée positivement, et aussi par influence totale, la face interne de la cavité sphérique portera la charge négative et la face externe de la cavité portera la charge positive. Donc concernant la sphère S1, la charge que portera S1 est appelée Q1 et aussi la charge que portera la face interne sera la même charge que celle de la sphère S1 mais de signe opposé, c'est-à-dire moins Q1, et la face externe c'est la même charge de S1, donc c'est plus Q1. Maintenant, pour calculer cette charge, je vais suivre la méthode suivante. Donc je calcule d'abord le champ électrique, puis le potentiel V1 et je tire à la fin la charge Q1. Pour calculer le champ électrique, je passe par le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss stipule que le flux à travers une surface de Gauss est égal à l'intégrale de E fois ds et qui est égal à la charge interne divisé par epsilon 0. Pour appliquer ce théorème, il faut d'abord choisir une surface de Gauss. Donc je vais choisir cette surface qui est sphérique. Celle-là, c'est la surface de Gauss. Et je choisis aussi l'élément ds avec son vecteur élémentaire ds. Puisque le champ électrique il est radial, rappelons que la sphère S1 est chargé positivement, donc le champ électrique il est radial. Donc on aura un champ électrique radial de cette façon, sortant. Et là on peut dire que le champ électrique E, il est parallèle à ds. Je reviens à l'équation, donc j'écris l'intégrale de EDS, ça donne E fois ds fois cosinus θ, l'angle entre les deux. Et l'angle entre les deux, ça donne 1 parce que θ est égal à 0. Et ça donne la charge interne divisée par epsilon 0. Maintenant, je reviens à la charge interne. Donc, quelle est la charge à l'intérieur de la surface de Gauss? On trouve plus Q1, moins Q1 et plus Q1. Alors, la charge totale, c'est plus Q1, moins Q1, plus Q1. À la fin, on dit que la charge interne est égal à plus Q1, moins Q1, plus Q1, et ça donne Q1. Très bien, je continue et j'écris que phi est égal à l'intégrale de E fois ds est égal à Q1 divisé par epsilon 0. Et ça me donne E fois l'intégrale de ds est égal à Q1 divisé par epsilon 0. L'intégrale de ds, ça donne 4pi r au carré, qui est égal à Q1 sur epsilon 0. Mais la surface de Gauss a un rayon de petit r. Donc là, on a écrit 4pi r au carré. La surface d'une sphère est égale à 4pi r au carré. Donc ça donne E égale à 1 sur 4pi r au carré
y0 fois Q1. Maintenant, j'ai trouvé la relation du champ électrique et je passe au calcul du potentiel V1. Donc, je cherche V1. Il y a la relation qui relie le potentiel au champ électrique et on écrit dV égale à moins E fois dR. Puisque dR elle est parallèle à E, on peut écrire que dV est égal à moins E fois dR. Cela nous permet de d'écrire l'intégrale entre R1 et l'infini de dV égale à moins l'intégrale de R1 jusqu'à l'infini de E fois dR. Pourquoi on a choisi l'intervalle de R1 jusqu'à l'infini? Parce que la cavité possède une charge nulle, donc on ne va pas la prendre en considération. Et le rayon de la surface de Gauss peut aller de R1 jusqu'à l'infini sans prendre en considération la surface de la cavité. Donc R peut aller de R1 jusqu'à l'infini. Je continue et je vais écrire V l'infini moins VR1 ou bien V1 est égal à moins l'intégrale de R1 jusqu'à l'infini de E qu'on a calculé déjà. C'est 1 sur 4 pi R au carré epsilon 0 multiplié par Q1 fois dr. Je fais sortir les constantes. J'aurai 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q1, l'intégrale entre R1 et l'infini, de 1 sur R2 dr. V l'infini, donc le potentiel à l'infini est égal à 0, donc j'aurai moins VR1 est égal à cette expression. Je simplifie le moins avec le moins et j'aurai VR1 qui est égal à V1 égal à Q1 sur 4 pi epsilon 0 intégrale de R1 jusqu'à l'infini de 1 sur R2 dr. On calcule l'intégrale et on trouve V1 égale à Q1 sur 4 pi epsilon 0 moins 1 sur R qui va de R1 jusqu'à l'infini. Et ça donne Q1 sur 4 pi epsilon 0 moins 1 sur l'infini moins 1 sur R1. 1 sur l'infini, ça donne 0. On écrit Q1 sur 4 pi epsilon 0. Moins avec le moins, ça donne un plus. Et ça revient à dire 1 sur R1. Donc à la fin, on écrit V1 est égal à Q1 divisé par 4 pi epsilon 0 R1. Maintenant, on peut tirer la charge Q1. Donc la charge Q1 est égal 4 pi epsilon 0 R1 fois V1. Donc c'est 4 pi epsilon 0 R1 fois V1. Et en faisant une application numérique, on trouve que Q1 est égal à 1,1 microcoulomb. Nous passons maintenant à la deuxième cas. La sphère est maintenue au potentiel V1. Donc la sphère S1 portera toujours la charge positive. Par influence totale, la face interne de la cavité portera la charge négative et la face externe portera la charge positive. Cependant, cette fois-ci, nous avons relié la face externe à la Terre. Donc la mise à la Terre de la sphère creuse va décharger les charges positives et arrive à la Terre et disparaître. C'est-à-dire on aura à la fin une disparition des charges positives. Et on aura une sphère chargée positivement, S1,
une cavité chargée négativement à l'intérieur et à l'extérieur, elle est maintenue à un potentiel V est égal à 0. La question qui se pose maintenant, est-ce que la sphère S1 qui avait la charge Q1 va garder toujours la charge Q1 et est-ce que la charge de la face interne sera toujours moins Q1? Pour répondre à cette question, il faut recalculer le champ électrique E créé par la surface S1 entre la surface S1 et la cavité interne ou bien la face interne de la cavité. Donc R compris entre R1 et R2. Car pour le premier cas, nous n'avons pas pris en considération cette cavité parce qu'elle était neutre. Pour cela, je vais choisir une surface de Gauss, cette fois-ci à l'intérieur de la cavité, c'est la surface de Gauss, et j'écris phi I, ou bien le flux, est égal à l'intégrale de E fois ds, et qui est égal à Q interne divisé par y0. Dans ce cas-là, la charge que va porter la sphère S1, c'est Q1' et non pas Q1. Et la charge que va porter la face interne de la cavité, c'est Q1' avec un signe moins. Donc on va calculer Q1'. Donc on écrit phi est égal à l'intégrale de E ds et qui est égal à Q1' divisé par y0. Et on calcule maintenant l'intégrale. On écrit l'intégrale de E fois ds qui est égal à E fois l'intégrale de ds qui est égal à E fois 4pi r au carré égale à la charge Q1' divisé par y0. Donc E est égal à 1 sur 4pi r au carré Q1' sur y0. C'est la relation du champ électrique. Maintenant, je calcule le potentiel. J'écris dV est égal à moins E fois dr. Et ça donne, et puisque E est parallèle à dr, donc ça donne moins E fois dr. Je continue, donc dV, je fais l'intégrale, ça me donne moins l'intégrale de E fois dr. J'intègre entre V1 et V2. Donc le potentiel de la sphère S1 c'est V1. Le potentiel de la sphère V2 c'est V2 qui est égal à 0. La cavité est reliée à la Terre, donc portera un potentiel nul. Donc j'écris V2 moins V1 est égal à moins l'intégrale de E fois dr. Je continue. V2 ça donne 0, donc ça me donne moins V1. Le moins avec le moins ça donne un plus. Donc j'écris V1 est égal à l'intégrale de E qu'on avait déjà calculé, c'est 1 sur 4pi r au carré Q'1 divisé par y0 dr. Et ça donne, donc je vais sortir les constantes, c'est 1 sur 4pi y0 Q1', l'intégrale de 1 sur R2 du R. J'intègre et j'aurai Q1' sur 4pi y0 de 1 sur R en moins qui va de R1 jusqu'à R2. Et j'aurai Q1' sur 4pi y0 de 1 sur R1 moins 1 sur R2. Et c'est le potentiel V1. Maintenant, à partir de ce potentiel, je peux tirer
la charge Q1, donc Q1', c'est 4pi epsilon 0, V1, c'est R1 fois R2, divisé par R1 plus R2, divisé par R1 moins R2, désolé, non, c'est divisé par R2 moins R1, je m'excuse. Et puisque R2 est égal à 2 fois R1, rappelons que R2 est égal à 20 cm et R1 est égal à 10 cm. Donc, Q1' est égal à 4pi epsilon 0 fois V1. Donc, R2 c'est 2 fois R1. Donc, c'est R1 fois 2 divisé par donc 2 fois R1 moins R1. Donc, ça me donne alors 4pi epsilon 0 V1 R 2 fois R1, donc R1 avec R1 ça s'en va et on aura 4pi epsilon 0 V fois R1 fois 2. Donc on peut écrire que 4pi epsilon 0 R1 fois V multiplié par 2. Rappelons le résultat du premier cas, on avait trouvé Q1 est égal à 4pi epsilon 0 R1 fois V1. Et cette fois-ci, nous avons trouvé Q1' est égal à 4pi epsilon 0 R1 fois V1, mais multiplié par 2. Ça veut dire que Q1', cette fois-ci, est égal à 2 fois Q1. Comme ça, on a terminé cette application. Merci pour votre attention.